Bonjour. Ben voilà. Bonjour à tous. Je vous invite en bas à droite, dans l'espace de discussion à, marquer nom ainsi que, votre fonction. Voilà, ça me permettra de faire connaissance. On va bientôt démarrer. Ça commence à encore arriver. Voilà, tout le monde est ponctuel, dis donc, c'est parfait. Bonjour. Bonjour Nathalie, Stéphanie, Sarah, une autre c'est la même Stéphanie. Christophe, bonjour. Ah, on a mon assistant numérique avec nous et conseiller d'emploi. Des médecins du travail, super. Bonjour à tous. Eh bien, on va commencer. Donc, l'objectif, c'est de faire ça en 45 minutes. Et bien évidemment, vous aurez le replay à la fin, ainsi que le PDF de la présentation. Est-ce qu'on est bon? Super, c'est parti. Alors, on va parler aujourd'hui de la sensibilisation sur le handicap visuel. Donc, c'est une thématique qui me tient à cœur depuis certain temps, et vous allez comprendre au fil de l'eau pourquoi. Alors déjà, parlons de la SEPH, la semaine pour le handicap. Donc, on rappelle les dates qui sont entre le 20 et le 26 novembre, et donc ça se rapproche à très grands pas. Et donc, le thème de cette année, la 27e édition, c'est la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap, et donc organisé par la DAP, la GFIP et le FIP. Donc là, on s'est dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on en parle, parce qu'on est en plein dans la thématique aujourd'hui, avec la déficience visuelle. Donc, on va faire une petite introduction rapide sur la malvoyance pour expliquer ou rappeler à certains qu'effectivement, malvoyance, c'est inférieur à 3/10, entre 1/20 et 3/10 en termes d'acuité visuelle, après correction, et pour le meilleur œil. Et on a la cécité, voilà, qui est pas forcément blanc ou noir, qui est une acuité inférieure à 1/20. Et donc, effectivement, on a des personnes qui sont malvoyants profonds, qui voient que des ombres, des silhouettes, mais qui sont considérés du coup comme non-voyants. Pourquoi c'est important? Parce que les statistiques après vous le montreront. Les causes, elles sont héréditaires, maladies, infections, ça peut être suite à un accident, une blessure. Euh, il faut savoir qu'en termes de prévalence, la plupart des malvoyances sont liées aux maladies, et la plupart des cécités sont effectivement liées à l'hérédité. Mais la plupart, je répète, des malvoyants sont malvoyants du fait de maladies, et souvent de maladies liées à l'âge. Euh, donc là, on a la liste des pathologies, cataracte, glaucome, vous en connaissez certainement quelques-unes. Et ben, voilà, dedans, il y a des maladies génétiques comme le Stargardt, il y a des maladies qui sont des conséquences du diabète, par exemple, voilà, la rétinopathie diabétique, la DMLA, qui est très connue, qui est liée à l'âge. Et la cataracte fait partie de celles qui s'opèrent assez facilement, mais il faut savoir que les lésions dans l'œil sont malheureusement irrémédiables. On n'arrive pas aujourd'hui de traitements euh, médicaux, d'opérations qui permettent de rétablir la vue. Voilà. Et donc, des conséquences pour les personnes déficientes visuelles, comme il n'y a pas forcément de solution médicale pour redonner de la vue, mais plutôt pour stabiliser la situation. Ça, oui, il y a des solutions. Ça ne fait que stabiliser. Eh ben, on a une perte d'autonomie pour tout, pour lire, se déplacer, écrire. Tout ce qui concerne l'environnement finalement de travail, tout devient compliqué. Même se servir un café, aller faire une photocopie dans le couloir, tout devient compliqué. La communication, l'ordinateur, Internet, reconnaître les collègues. Donc ça peut être aussi des sources de conflits. Et les conséquences dont on parle finalement pas assez, c'est aussi cette dépendance par rapport aux aides techniques, le stress qui est dû finalement à cette perte d'autonomie, au fait qu'on ne peut pas remplir les missions qui nous sont confiées au sein d'un établissement. Et du coup, forcément,
aussi des problématiques à suivre des formations, quand on n'arrive pas à lire le tableau loin, à évoluer aussi dans sa carrière professionnelle alors qu'on en a peut-être les capacités. Mais ça, malheureusement, ce qu'on constate, ce que moi je constate encore plus, et les chiffres parleront d'eux-mêmes après, c'est qu'effectivement, du fait de toutes les baisses des pertes d'autonomie, on a énormément de personnes qui finissent en arrêt maladie, en invalidité, et du coup qui s'excluent, qui sont exclus aussi naturellement du fait de toutes ces conséquences du monde du travail. Et ça va jusqu'à la dépression. Et pourquoi? Déjà, on a une pathologie qui est invisible, et donc, les gens ne signalent pas forcément qu'ils ont un handicap visuel ou qu'ils sont même déficients visuels moyens. Ils ne le signalent pas. Ils ne sont pas dans l'obligation de le faire parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, etc. Donc, il y a déjà ce problème-là. Et après, il y a d'autres sujets qui sont importants. C'est que déjà, la déficience visuelle est très mal comprise. Tout le monde sait ce que c'est que d'avoir mal au dos. Personne ne sait ce que c'est que d'être malvoyant. Ou très peu de gens savent ce que c'est que d'être malvoyant. Donc il y a une incompréhension de la part de beaucoup de personnes. Les professionnels de santé aussi, hein, des fois ils connaissent extrêmement bien la théorie, mais connaissent pas forcément les conséquences concrètes sur les impacts sur la vie professionnelle, sur le réel, et encore moins les aides techniques qui en découlent. Je pense aux médecins de travail, aux orthoptistes. C'est une spécialisation, hein, la basse vision et le handicap visuel. Tout le monde n'est pas formé, tous les orthoptistes, par exemple, ne sont pas formés là-dessus. C'est vraiment une spécialisation. Et, euh, et du coup, ce qu'on se constate aussi, c'est que du coup, les aménagements de postes de travail, ils sont aussi souvent réalisés de manière partielle, euh, mais par méconnaissance du coup des aides techniques, ce qui est dommage. Donc on a des fois juste un clavier, des fois juste une loupe. Malheureusement la loupe, elle finit dans un tiroir parce que c'est peut-être pas une loupe qu'il fallait, ou on essaie de trouver une solution de filtre pour mettre sur un écran. Donc les gens essaient de faire comme ils peuvent, mais il y a une vraie méconnaissance globale des solutions techniques et des possibilités pour maintenir et inclure des personnes dans le monde du travail avec un handicap visuel. Et alors, le grand public aussi pense que c'est blanc ou noir. On voit des agressions dans les métros, des personnes qui finalement sont sur leur téléphone, mais avec un téléphone collé sur l'œil, et la personne après se met à se lever et à marcher, et du coup ça crée des agressions, d'incompréhension, de dire oui mais non, il peut pas être aveugle et en même temps utiliser son téléphone, c'est un comédien. Et c'est exactement le même genre de situation qu'on retrouve dans le cadre professionnel. Ça, c'est le constat. On continue dans les chiffres cette fois, avec une prévalence très forte des maladies, des pathologies oculaires liées à l'âge. Voilà, on a 75% des déficients visuels qui ont plus de 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. On a quand même beaucoup qui sont inférieurs à 60 ans, mais on a une prévalence liée à l'âge. Et une moyenne d'âge, effectivement, des malvoyants de 73 ans, qui est très importante. Dans le contexte toujours, dans le portrait, on a aussi ce changement de mode de vie que vous connaissez tous. On est beaucoup plus sédentaires, tous devant des écrans, encore plus les enfants aujourd'hui. On mange de moins en moins qualitativement, voilà, plus des problématiques d'obésité, etc. Donc ça a aussi des conséquences, tout ça, sur la déficience visuelle, puisque on a une augmentation du diabète et implicitement des rétinopathies diabétiques, et donc du nombre de malvoyants. Dans le même acabit, concernant la myopie, qui touche aujourd'hui 37% des adultes, on peut avoir des myopies sévères. On appelle ça la dégénérescence maculaire myopique, qui est des conséquences, c'est la malvoyance, voire même la cécité. Forcément, plus il y en a, plus on va avoir de troubles sévères, euh, de cas de malvoyance. Donc, c'est des choses qui sont effectivement des tendances lourdes de fond. Et donc, la statistique la plus parlante, vous l'avez déjà sous les yeux, avant de vous montrer autre chose, c'est qu'on a 43% des personnes ayant un handicap visuel qui sont exclues du monde du travail. Et c'est le handicap qui a le plus de taux de chômage par rapport à tout handicap confondu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est là où il y a un vivier finalement
personnes dans le monde de l'inclusion, hein, dans l'axe 1, par exemple, au Cap Emploi, c'est là où il y a aussi le plus de viviers de personnes qu'on peut intégrer dans le monde du travail. Alors 43%, c'est même pas les chiffres officiels, c'est mes estimations, puisque les derniers chiffres officiels datent juste avant Covid, et ils sont de 50%. Donc je suis encore plus optimiste que les derniers chiffres officiels qui datent de presque 3 ans maintenant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 1,8 million de personnes qui ont un trouble de la vision. Parmi ces 1,8 million, on en a 900 000 qui sont malvoyants, donc les 3 dixièmes ou inférieurs, et on en a, j'ai envie de dire, que 200 000 qui sont aveugles ou malvoyants profonds. Et donc, il y a une méconnaissance finalement du sujet de la malvoyance de manière globale, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc, si ça se trouve, vous en avez aussi dans votre établissement et vous ne le savez pas. Et donc, on va maintenant, avec ce fil rouge du thème de l'année qui est la transition numérique, comprendre pourquoi c'est un accélérateur, surtout dans le handicap visuel. Déjà, il faut comprendre que la transition numérique, c'est une opportunité. Parce on n'a jamais eu, là, ça fait 10 ans maintenant que j'ai créé ces flous, on n'a jamais eu autant d'opportunités que ces 5 dernières années. Alors, je parle de nouvelles technologies. On voit aujourd'hui des appareils qui intègrent, par exemple, ces lunettes-là, qui intègrent de l'intelligence artificielle, qui va corriger un texte si le texte n'est pas droit, qui va le transcrire vocalement, c'est-à-dire qu'il va le chuchoter à l'oreille. Hein. C'est une caméra qui prend une photo et qui chuchote à l'oreille le texte. Et ben, même si le texte est d'une police exotique, il va pouvoir, grâce à toute cette intelligence artificielle embarquée, il va pouvoir l'interpréter et le lire. On utilise donc ses oreilles pour lire. Il y a même dedans une reconnaissance du visage, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer ses collègues. Je l'avais fait dans le cas d'un aménagement de poste. C'était un technicien qui passait d'un poste à l'autre et qui était finalement, qui avait besoin de lire les signalétiques dans les couloirs et qui avait aussi besoin de reconnaître les personnes. Et donc, il a enregistré dans ses Mayas, hein, dans ses Orca Maya, il a enregistré le visage de certains de ses collègues. Et du coup, il donne le prénom quand il les croise. Et là, il dit bonjour Patrick, bonjour un tel. Et du coup, ça a changé aussi l'ambiance parce qu'il pensait qu'il faisait la gueule. Ben non, en fait, il a un champ visuel restreint et donc il ne peut pas reconnaître la personne. Ça, c'est un exemple. La caméra de lecture Zen, c'est aussi une nouveauté là qu'on a intégrée il n'y a même pas 3 mois. Euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui est capable de reconnaître du manuscrit grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est finalement une caméra qui ressemble un peu à une lampe, hein, mais c'est une caméra qui va prendre en photo un document, qui va envoyer l'information sur les serveurs sur Internet grâce à son ordinateur, hein, parce que c'est obligatoirement connecté à un ordinateur. Et derrière, ça va transcrire même du manuscrit. Et ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a aussi des loupes électroniques qui permettent de lire, qui sont totalement autonomes et qui permettent de reconnaître un document A4 et de le lire. Donc, quand on a une fatigue visuelle importante, eh bien, ça prend le relais. On appelle ça l'OCR, reconnaissance de caractère. Donc, on voit déjà ces nouvelles technologies qui sont une opportunité, puisqu'oi parce que ça permet même à des personnes à qui on ne voulait pas confier telle ou telle mission, eh bien, ça lui permet d'obtenir plus de tâches et du coup de pérenniser son emploi dans son service. Et ça, c'est génial. Parce que sans ces aides techniques, je vous rappelle qu'il y a quand même une forte dépendance après de ces aides techniques, mais sans ces aides techniques, eh bien, on est face à un échec. On peut être face à des conflits du coup avec les collègues, avec les managers, et là, j'ai envie de dire, la porte ouverte aux arrêts maladie et à tout le reste qui s'ensuit. Vous le savez. Autre opportunité, les logiciels. Aujourd'hui, on a des logiciels d'agrandissement que certains connaissent certainement, le ZoomText, Supernova. Alors nous on fait tout, hein, c'est notre force. Mais ces logiciels-là, ils ont évolué, ils continuent d'évoluer en permanence. Eh bien, la ZoomText, Supernova sont des logiciels d'agrandissement. Et ces logiciels-là permettent finalement de faire des choses qu'un simple Windows ne permet pas de faire. Je veux dire, un Windows, on va pouvoir zoomer peut-être juste l'intérieur d'un document, mais vos menus, ils restent tout petits. Donc, sans ça,
la personne ne peut pas être efficace au boulot. Elle peut pas faire son taf. Et il y a aussi des outils qui sont aussi parlants, c'est-à-dire que quand on a une fatigue oculaire importante, ils font à la fois agrandissement mais parlant. Eh ben, les JAWS et NVIDIA sont des logiciels de lecture d'écran, c'est-à-dire que on peut l'utiliser. Finalement, on peut utiliser un ordinateur l'écran éteint. Eh ben, indispensable, outil indispensable pour les personnes non-voyantes. Et encore une fois, on a en dernier donc le Dragon, Naturally Speaking, qui est un outil de reconnaissance vocale, donc de dictée vocale, et donc qui est même utilisé par certains avocats, par exemple pour des secrétaires, pour dicter du texte. Il vous le transcrit directement en numérique et vous informatise des paroles. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on peut piloter un Windows dans le cadre de polyhandicap, dans le cadre de certaines pathologies. On peut justement compléter avec un logiciel de type Dragon pour piloter un Windows et lui dire avec un casque et un micro, démarrer, ouvrir Excel, fermer Excel, etc., créer un nouveau document, et tout ça grâce à des outils. Donc le numérique, on est en plein dedans, et dans le handicap visuel, c'est extrêmement pertinent. Le télétravail est aussi rendu possible aujourd'hui, depuis le Covid. Eh ben, ça a grandement augmenté les, les possibilités de travail à domicile, et c'est d'autant plus important que les personnes avec une déficience visuelle ont énormément de difficultés à se déplacer pour certains. Hein, ça contribue aussi d'ailleurs au taux de chômage. C'est que il faut allier des fois aussi des cours de locomotion. Il y a tout un travail à la fois psychologique et technique sur l'apprentissage de comment se déplacer avec ou sans canne dans un environnement inconnu. La transition numérique, c'est aussi des défis. Et pourquoi bah, même si aujourd'hui on a une bonne accessibilité d'un document Word, par exemple, eh ben, les documents, les autres types de documents, PDF, même pas des documents Excel, sont extrêmement difficiles d'accès et ne sont pas considérés comme accessibles. Euh, Ils sont perfectibles. Et donc, ça peut être un simple document Excel partagé avec ses collègues. Bah, si vous mettez des couleurs dans le document Excel et que vous avez une personne qui souffre d'achromatopie, c'est-à-dire qu'elle voit la vie en noir et blanc, oui, c'est une pathologie qui existe, eh ben, ça peut pas marcher. Et malheureusement, vous avez beau l'expliquer, la personne même des fois l'explique, ben les gens ils sont pas sensibilisés. Donc ils ne prêtent pas forcément attention à ces documents partagés. Ils ont des contraintes qui sont les leurs. Ah ben moi, il faut que toutes mes colonnes soient imprimées dans un A4. Et du coup, on se retrouve avec des polices minuscules. Tout le monde a vécu ça. Et ben ça, c'est catastrophe. Pour une personne déficiente visuelle, c'est vraiment très très compliqué. Ça rend inaccessible les documents, les logiciels aussi. Hein. D'ailleurs, euh, il y a plein de logiciels qui ne sont pas accessibles, hein, les logiciels métiers, par exemple. Il y a beaucoup de logiciels métiers, les développeurs, ils conçoivent des logiciels avec leurs contraintes, mais ils prennent en compte des contraintes des personnes déficientes visuelles ou très peu. Voilà, ils font des fois du minimum parce que ça a un coût aussi. Mais c'est aussi par méconnaissance. Des fois, on surestime des coûts alors que finalement, si c'est intégré dès le départ, voilà. Et puis, on a aussi donc le sujet de la formation. Donc, effectivement, donc il y a des personnes en situation de handicap voilà, qui manquent parfois de compétences hein, spécifiques bah, parce que finalement, un pan de formation n'était pas rendu accessible avant. Et pourtant, c'est de mieux en mieux. On voit aujourd'hui, il n'y a pas jamais eu autant de données, d'informations aujourd'hui accessibles autant sur Internet que pour les déficients visuels. Et pour autant aussi le défi du télétravail qui peut entraîner des problèmes de communication et d'isolement. Alors l'accessibilité numérique, eh ben, voilà, j'avais un peu anticipé, c'est aussi faire comprendre aux développeurs que leurs logiciels, leurs produits, leur site internet surtout, doivent être rendus accessibles. Donc c'est particulièrement important auprès des ingénieurs, auprès des développeurs, de faire des sensibilisations sur ce que c'est le handicap visuel parce que derrière, ça a des impacts forts sur l'accessibilité du numérique. Et donc, oui, l'employabilité forcément des déficients visuels. On a pourtant des réglementations et des normes, alors qui datent aujourd'hui de 2005, hein, et il y a un nouveau décret qui est passé
qui a vraiment une mise en application et qui est passée en application en 2019. Et ça concerne effectivement les structures publiques et puis les très très grands comptes. Donc il y a des choses, il y a des référentiels qui existent. C'est pas comme si on partait de zéro. Et pour autant, bah, tant que c'est pas une contrainte légale, bah, les gens, je parle maintenant de tous ceux qui n'ont pas de sanctions, bah, ne le font pas pour économiser des coûts. Alors que ça peut être limité. Il y a des, bah, vous avez vu, on est à 1,8 million de personnes avec des troubles de la vision. Bah, c'est aussi des opportunités commerciales. C'est des gens qui, si vous vous intéressez à eux, si vous rendez un site accessible pour eux, eh ben, vont devenir des clients potentiels. Et ils le disent entre eux. Il y a des forums, des communautés, tout se sait aujourd'hui. En tous les cas, il y a un existant. Il y a on appelle ça le RGA, qui est finalement un process, des règles, des normes qu'on peut suivre pour rendre accessible autant des logiciels que des sites internet. Dans l'accessibilité numérique, du coup, vous avez compris l'importance de la sensibilisation sur ce sujet-là, parce que c'est très important de faire comprendre aux décideurs, aux responsables de services informatiques, aux patrons, etc., d'une, les conséquences, mais de deux, les possibilités, les opportunités. Le numérique, ben ça a révolutionné l'éducation, ça c'est clair, ça a amélioré, ça a rendu possible des formations qui avant ne l'étaient pas. Euh, Aujourd'hui, on a accès finalement assez gratuitement, même parfois à énormément de connaissances. Donc ça a bénéficié aussi aux déficients visuels qui peuvent même se former à domicile. Et ça, c'était très complexe avant. Le monde éducatif des déficients visuels est en la transcription aujourd'hui de documents se fait beaucoup plus facilement, rapidement, de documents en braille, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui ont progressé. Voilà. Donc ça, c'est positif. Et ça améliore du coup les connaissances et l'employabilité des déficients visuels. Et, euh, et ça, c'est important de le perdurer. C'est-à-dire que c'est loin d'être au point. Le potentiel de progression, il est énorme. Donc là où avant on mettait des gens dans des cases, dans des métiers traditionnels, hein, le kiné, l'accordeur de piano pour les non-voyants, c'était des cases dans lesquelles on rentrait les gens systématiquement. Eh ben, la vraie vie, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible. On peut faire, enfin pas tout, mais on peut faire énormément de métiers quand on est déficient visuel, donc malvoyant ou non-voyant. Mais pourquoi? Parce qu'on a des aides techniques qui le permettent aussi. Alors, il y a quand même des métiers qui ne sont pas accessibles, on peut en parler rapidement, j'anticipe des questions. Ça peut être par exemple de conduire des engins alors que l'acuité visuelle ne le permet pas. Ça peut être de manipuler des objets tranchants ou des choses dangereuses. Là, effectivement, on n'a pas encore tous les outils techniques qui permettent de rassurer. Et même légalement, je veux dire, on a le droit de conduire avec des lunettes, mais ça s'arrête là. C'est interdit d'avoir une aide technique d'agrandissement autre que des lunettes. Je pense à des lunettes électroniques ou des choses comme ça pour conduire. Mais quand même, le spectre aujourd'hui de métier est beaucoup plus large. J'ai comme ça maintenu une personne dans l'emploi, d'une personne qui était au contrôle qualité euh, de, de- d'une grande entreprise dans le secteur public, contrôle qualité de pièces mécaniques. C'est-à-dire que il a toujours été là-dedans, et il a même conçu avant et après il est passé contrôleur qualité. Mais alors vous imaginez enlever une partie de la vue à quelqu'un qui doit vérifier la qualité du travail de ses collègues, ben c'est extrêmement frustrant parce que vous ne pouvez plus le faire. Et pourtant, là où tout le monde pensait que c'était impossible, un agrandisseur avec un bras connecté à un écran a résolu ce problème-là. La personne, elle a pu zoomer sur les pièces avec sa règle au micron près et elle a pu faire son travail. Et aujourd'hui, elle est encore en poste. Il lui restait 3 ans avant la retraite et ça marche, c'est génial. Ensuite, on va parler de sensibilisation parce que finalement, on gravite autour de ce thème depuis le début, vous l'avez compris. La sensibilisation sur la déficience visuelle est un sujet qui souvent est réalisé, je dis bien souvent, hein, la majeure partie du temps est réalisé avec des masques. On va faire des goûts, on va faire des déplacements,
On va faire, bah tiens, je vais... Voilà. Donc on se met à la place des non-voyants. Et là, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'au final, bah, les malvoyants étaient très peu représentés dans les sensibilisations, alors que, vous avez vu, ils sont plus de 900 000. Donc, il y a un travail énorme à faire de sensibilisation. On est tous concernés par ce sujet-là. Et la seule outil qu'il y a jusqu'à aujourd'hui pour faire des sensibilisations pour la malvoyance, bah, c'est des petites lunettes en carton ou en plastique qui permettent de mettre une tâche et dans lequel on peut facilement tricher par au-dessus ou par en dessous. Ouais, pas très immersif, assez figé et impossibilité de cumuler les pathologies. Et c'est ça au fait qui m'a choqué au départ. Et donc, c'est comme ça qu'est né finalement le simulateur. C'est sur ce constat-là. Et il est aussi né sur un autre constat, parce que j'ai fabriqué finalement avec mes équipes, hein, on a fabriqué ce simulateur, c'est une première mondiale, un simulateur en réalité augmentée qui permet de se mettre à la place des malvoyants. Et ce simulateur-là, il se met vraiment en condition, c'est-à-dire en immersion. Et on ressent, on vibre, on ressent vraiment le stress, l'anxiété que peut vivre une personne malvoyante, puisque vous la mettez vraiment, euh, vous lui enlevez une partie de son champ visuel. Et donc, comment est né ce simulateur? Ben, l'histoire, c'est une personne à qui j'ai aménagé un poste de travail. Il y en avait pour plus de 6 000 euros d'aménagement de poste de travail. On avait tout fait, téléarrondisseur, les écrans, on avait, on avait tout, le logiciel, on avait tout mis en place. Et 2 mois après, la personne m'appelle et me dit, Monsieur Delab, bah, écoutez, malheureusement, j'ai été licencié, c'est terminé pour moi. Je suis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon travail, d'aménagement de poste de travail? Et m'a dit, mais c'est pas votre faute. Ce que vous avez mis en place convenait parfaitement. Je commençais à reprendre confiance, on me redonnait des missions, etc. Mais j'ai été tellement en conflit avec mes collègues et avec mes managers, avec les ressources humaines, que finalement, la messe était déjà dite. On vous a juste fait venir pour cocher une case, pour dire oui, oui, regardez, on a fait tout ce qu'il fallait. Et donc, au final, on était tellement avancé dans la relation conflictuelle que le marche arrière n'était pas possible. Et une sensibilisation, si elle avait été faite, aurait pu désamorcer cette situation. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'on peut pas juste, dans mon métier, je peux pas juste aménager un poste. Il est important de sensibiliser aussi les collègues, les ressources humaines, les médecins de travail, tout le monde sur qu'est-ce que c'est que des déficients visuels, mais quelles sont les aides techniques qui existent, etc., etc. C'est fondamental pour l'inclusion et le maintien dans l'emploi. Et donc maintenant, on va parler un petit peu de ce simulateur qui va viser finalement qui? Bah, tous les agents, les salariés, euh, les, les collaborateurs, les médecins de travail, donc ça j'ai déjà dit. Hein, ça peut aller même jusque dans le grand public, bien évidemment. Hein, il y a un travail énorme dans le grand public, mais alors là, il est plus à réaliser par les associations, dont c'est leur mission d'ailleurs. Et pourquoi? Alors pour informer sur les causes, identifier aussi des fois des déficients visuels, désamorcer des situations de conflit, ça marche, on l'a vécu, et bien évidemment, du coup, améliorer l'employabilité, l'inclusion et le maintien. Euh, vous avez compris, c'est un vivier, et derrière, il faut mettre en œuvre aussi des choses, il faut démarrer la machine pour faire comprendre que c'est possible, donner des perspectives. Et donc, alors il se trouve que ça a été aussi, dans un cas, on a une personne qui a témoigné du fait que bah, la tâche, moi je l'ai déjà, etc. Donc, euh, grâce à ça, on a pu identifier finalement que la personne avait un glaucome. Hein, on l'a renvoyé gentiment chez l'ophtalmologue juste après la séance et discrètement. Donc, c'est pas un outil de diagnostic, hein, c'est juste un outil de sensibilisation. Mais voilà, ça a aidé quand même à faire avancer les choses sur ce cas-là, et on a d'autres histoires comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment une mise en situation réelle. On peut cumuler les pathologies entre elles. On a plus de 20 pathologies qu'on peut cumuler entre elles. Ben, malheureusement, effectivement, on peut avoir une DMLA, mais on peut aussi avoir une cataracte dessus, avoir une vision floue, avoir une photophobie, une sensibilité à la lumière, et tout ça cumulé, eh ben, croyez-moi que c'est assez perturbant. Donc là, par exemple, on a une DMLA humide avec une vision floue donc sur la périphérique. Et donc, aller bosser dans ces conditions-là, c'est possible, hein, mais ça nécessite effectivement des aménagements de poste, voire même de la rééducation visuelle pour exploiter un maximum
la vision périphérique, etc. Donc c'est une introduction finalement à toutes les faisabilités. Ça, c'est un glaucome, donc c'est une vision tubulaire. Donc oui, imaginez vous déplacer comme ça. En fait, il faut balayer la tête tout le temps et les yeux en permanence. Chercher le curseur sur l'écran devient compliqué. C'est assez perturbant. Là, on est dans le cas d'une hémianopsie, donc c'est-à-dire que l'œil est en très bonne santé, mais c'est le cerveau, une partie du cerveau qui n'arrive pas à interpréter l'image. Et donc, suite à un AVC, on peut avoir ce genre de phénomène. Alors, il y en a plein possible, mais ça vous donne une idée. Là, on est dans le cas d'une photophobie. On simule, par exemple, en regardant dehors les voitures, le ciel. Donc, même les néons, les plafonniers, hein, on peut identifier des sources lumineuses. Et la photophobie, finalement, on n'a pas besoin d'être malvoyant pour être sensible à l'éblouissement. On a énormément de personnes sensibles à la lumière. Hein, vous avez certainement déjà vu en entreprise les gens qui se battent pour les stores. Ah, mais non, moi je veux baisser les stores. Mais non, il fait beau, il faut les monter. Et après, ça se met dans le noir. Après, il faut allumer les spots et le spot, il dérange. Donc tout ça, c'est important de comprendre ce que c'est pour éviter les disputes et de trouver des solutions, justement. Donc voilà quelques sensibilisations qu'on a réalisées auprès de grands comptes. Alors, on réalise surtout ces sensibilisations pendant effectivement la SEPH, hein, semaine où laquelle on est le plus sollicité. Il reste bien évidemment des dates, mais ça devient le planning devient de plus en plus étroit. Il faut savoir que ce simulateur, notre objectif, c'est pas de faire des sensibilisations toute l'année. Hein, nous, on fait des aménagements de poste, on fait quelques sensibilisations, mais ce simulateur, il est disponible à l'achat. Nous, on fournit surtout l'outil. On est une équipe bien trop modeste pour sensibiliser la France entière. Vous avez tous, en tant qu'acteurs, un rôle justement dans cette histoire, à mon avis, c'est que plus on sensibilise le monde et plus on fera avancer le Schlimmbouik. Donc le simulateur, c'est un outil, voyez-le comme un outil que vous pouvez utiliser. Même une personne qu'on va former 1 heure pourra utiliser après, et on peut le faire à distance, pourra utiliser le simulateur. Donc le simulateur est disponible à l'achat, voire même à la location. Vous êtes une association, vous voulez louer le simulateur pour une journée porte ouverte, faites-le. On vous donne la possibilité de le louer qu'à la journée, pour ne pas avoir à dépenser les 2880 € du simulateur. Donc, et qui reste en plus à un prix très accessible. Voilà, il y a effectivement comme solution, nous, voilà, pour les grands comptes principalement, et la possibilité d'acheter la solution pour faire vous-même des sensibilisations ou de le louer. Alors, on a eu la chance aussi de sensibiliser récemment la ministre du handicap, déléguée au handicap, et donc je lui ai fait vraiment vivre ça, et croyez-moi que ça a changé aussi sa perspective, et son équipe est venue le chercher parce qu'elle passait trop de temps avec nous, mais croyez-moi que ça a fait mouche, et je lui ai raconté des histoires aussi de personnes, un peu aussi une des histoires que j'ai racontées était celle que je vous ai racontée sur la personne qui finalement a perdu son emploi. Autre raison pour laquelle vous pourriez faire une sensibilisation, c'est les aides financières, elles sont là. Je veux dire, la GFIP et le FIP ont des enveloppes pour ça. Pour le FIP, ça va même entre 3 000 jusqu'à 20 000 € en fonction de vos effectifs. Donc, il n'y a pas il y a pas de raison finalement pour laquelle vous pourriez ne pas faire ces sensibilisations. Et je pense que c'est le moment, avec le numérique justement, de sensibiliser, voilà, sur le handicap visuel. Donc, la conclusion, on y arrive. C'est la méconnaissance du coup de cette pathologie, de ce handicap, le taux de chômage qui est élevé, mais qui représente du coup un potentiel, une opportunité. L'accessibilité numérique, comme elle est perfectible, c'est important de sensibiliser tout le monde sur les développeurs, les décideurs, etc. Sur ce sujet-là, il y a encore un chantier énorme à faire. Les logiciels dont on en parlait ne résolvent pas tous les problèmes d'accessibilité non plus. Si un site internet est mal développé, ça restera une difficulté énorme pour la personne. On peut malheureusement pas euh, compenser ce développement qui est fait de manière non accessible. Euh, on ne peut pas le compenser totalement. Donc le chantier il est énorme à ce niveau-là. Les aides techniques, elles n'ont jamais été aussi innovantes qu'aujourd'hui, et elles continuent à évoluer. Je veux dire, tous les mois, on a des nouveautés qui sortent, qui changent la donne, qui changent les missions qu'on peut confier à quelqu'un.
Hein, moi, j'avais une personne à qui, encore dernier exemple, là, parce qu'on est dans les temps. Dernier exemple, j'avais une personne qui descendait tout le temps elle faisait du classement. Elle descendait tout le temps les classeurs, les gros cartons avec les classeurs et tout ça. Elle descendait tout ça en permanence pour pouvoir les lire. Je dis, mais c'est pas possible, vous perdez combien de temps là? Ah, bah, écoutez, au moins 3 heures. Et je lui ai présenté une loupe électronique avec une vision de loin et une poignée. Donc c'est un produit qui existe maintenant depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. C'est la Clover 6 pour ceux qui connaissent. Eh ben, le fait d'avoir une loupe électronique avec poignée et la vision de loin, donc vision de loin n'existait pas avant, eh ben, elle pouvait zoomer, euh, donc au loin, en hauteur, les éléments, les classeurs, même des cartons, des fois, elle devait prendre l'échelle pour monter. Elle a gagné 3 heures dans sa journée, juste avec une petite aide technique. Donc, c'est incroyable comme ça peut changer la donne, ces aides techniques. Donc, il faut absolument les essayer. Bien sûr, on fait du prêt avec ça, mais voilà, il faut déjà sensibiliser sur l'existence de ces solutions. Et la transition numérique, donc voilà, je disais aussi aujourd'hui que maintenant, de nombreux métiers sont possibles alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Euh, donc, le simulateur, c'est une innovation aussi, innovation technologique, une opportunité. D'ailleurs, on est les premiers au monde à créer ce produit-là. Et on va démarrer la commercialisation là sous un mois environ. Donc, il y a une demande forte aussi de ça, parce que c'est une opportunité hein, que de faire comprendre ce que c'est que d'être malvoyant. Et de le faire vivre avec des émotions, pas juste un PowerPoint qu'on envoie pendant 3 quarts d'heure à des gens et ils disent ah bah ça y est on a fait une sensibilisation. Non, ils vont retenir 10%. Là vous le faites vivre. Ce que les gens retiennent c'est des émotions. C'est ça que les gens vont retenir, surtout des décideurs, des ingénieurs, des gens dont le temps est compté. C'est des émotions qu'il faut faire vivre. Et donc dernier point donc le financement on en a déjà parlé. Pour conclure, voilà une petite parenthèse sur nous, évidemment. Donc on est 17 personnes, on est en pleine croissance, bien évidemment. On intervient dans toute la France, autant pour les sensibilisations, pour l'aménagement de postes de travail, pour les études à distance, etc. Donc sachez qu'on est là, voilà. On a bien sûr, on intervient autant dans des grands comptes publics que dans le privé, jusqu'à la petite TPE, bien évidemment. Et les Cap Emploi nous connaissent aussi. Pas assez, mais ils nous connaissent. Et donc, voilà, quelques prix qui montrent qu'effectivement, ben, on est orienté client et on a beaucoup à cœur de faire les choses bien, avec rigueur et ça, pour une bonne satisfaction de nos clients. On est les seuls sur le marché à avoir des avis certifiés AFNOR. On a à peu près 50% de notre activité sur les particuliers, 50% sur les professionnels. Et pour le simulateur que je vous ai montré tout à l'heure, on a eu un lauréat d'innovation. On a une actualité là cette semaine, c'est la sortie de nouveaux catalogues. On a travaillé pendant 6 mois dessus, allez, 4 mois dessus à temps plein euh, sur le nouveau catalogue, donc avec notre sélection finalement des solutions les plus innovantes, les plus polyvalentes, etc. C'est pas l'ensemble de notre catalogue, bien évidemment, mais au moins c'est une version papier que vous pouvez avoir avec vous. On s'attache, je vous cache pas que c'est un coût énorme, on gagne pas d'argent, c'est un coût énorme, mais on sait à quel point nos, nos usagers finaux, les prescripteurs, les médecins, les orthoptistes sont contents de l'avoir. Donc je vous invite à le demander si vous ne l'avez pas reçu là il est en train de partir, hein, les premiers arrivages sont depuis vendredi dernier. Donc là, au courant de cette semaine, vous devriez le recevoir si vous êtes dans nos fichiers. Si ce n'est pas le cas, demandez-nous-le, on vous l'enverra avec plaisir, autant que vous le souhaitez. Et donc, on a aussi nos webinaires. Je vous invite aussi à les consulter parce qu'on n'aime pas, moi, j'aime pas faire les webinaires sur la même thématique à chaque fois. Donc, c'est important aussi de regarder les replays des anciens webinaires. Et on va préparer une newsletter bientôt qui retrace les 4 webinaires, les 3 plus non, et qui vous intéresseront certainement. Et donc, qui durent en général moins d'1 heure. Et très, très intéressant. Et on essaie à chaque fois de vous apporter des informations complémentaires. On reste à votre disposition, bien évidemment. Tout est centralisé, on va dire, à l'adresse email pro@cflou.com pour simplifier les choses. On a Nathalie, qui est ma directrice opérationnelle, qui centralise tout ça. Et toute une équipe derrière. Et voilà, c'est l'heure des questions-réponses. Il est 40, on est très bien, on est dans le timing.
Je vais arrêter le partage et je suis à votre écoute pour vos questions éventuelles. Je ne sais pas s'il y en a eu pendant l'intervention. Alors, il y a 3 dernières questions. On va commencer là. Pour une solliciter pour le prêt de ce matériel ou une démonstration. Alors, ça dépend de quel matériel on parle. Il y a l'aménagement de poste en lui-même. Donc là, effectivement, on fait du prêt pour valider l'usage, pour valider le besoin. On fait même des audits logiciels pour vérifier la compatibilité entre les ZoomText, les logiciels d'agrandissement ou de lecture vocale et les logiciels métiers. Donc ça, on fait du prêt de matériel, bien évidemment. Prêt qui peut être prolongé sur plusieurs mois si le dossier est de solide, c'est-à-dire que la personne n'est pas en situation précaire, etc. On fait aussi de la location, d'ailleurs, de matériel pour les personnes en situation précaire. Je vous invite à regarder les autres webinaires, on en parle. Et puis, le simulateur en lui-même, oui, on peut... alors, l'objectif, c'est surtout de le louer. Hein, je vous le cache pas qu'on a fait un investissement énorme. Maintenant, si c'est une aide à la décision, là, consultez-nous et puis on verra au cas par cas pour que vous puissiez tester notre simulateur. Euh, alors, il existe aussi Sensivise. Alors, je connais pas Sensivise. Ça doit être de la réalité virtuelle peut-être. Euh, je sais qu'en tout cas, en réalité augmentée, on a la solution la plus aboutie, hein, la plus efficace. Ensuite, contrairement à ce que j'ai entendu, la loupe Windows permet d'agrandir les barres d'outils et les menus. Alors, ça reste une loupe. Ça reste une loupe. Donc, ça veut dire que c'est une zone limitée, alors qu'on a besoin aussi souvent d'agrandir sur une zone plus large pour utiliser l'ensemble du champ visuel. Donc, Windows a toujours ses limites. Hein. Bien évidemment, dans certaines situations, ça suffit. Hein, les solutions d'accessibilité Windows suffisent, mais il arrive souvent qu'on n'arrive pas, qu'on soit limité par le potentiel de Windows. Mais bien évidemment que toutes les possibilités de Windows doivent être exploitées avant de lancer la machine du logiciel d'agrandissement et de la formation qui va souvent avec. Alors, quelle sera et augmenter la taille des polices. Bien évidemment, c'est possible aussi sous Windows, mais ça dégrade la qualité des polices. Hein, faut pas l'oublier. On peut aussi agrandir carrément, bien évidemment, la résolution de l'écran, mais ça va dégrader encore une fois la qualité de l'image. Donc, et ça réagit très mal dans les logiciels métiers. Donc, il faut vraiment étudier tout. C'est pour ça qu'on fait des audits détaillés et ils sont gratuits, nos audits, hein, mais pour vérifier tout ça. Ensuite, oui, effectivement, merci Karine de préciser qu'on sera au salon Kéops. Hein. Il y aura Christian qui sera là. Que dire d'autre? Est-ce que j'ai raté des questions? Alors, il y a une application gratuite, effectivement, qui permet de simuler la déficience visuelle. Euh, Malheureusement, ça reste des simulations qui sont précaires, c'est-à-dire qu'on n'a que un nombre limité de pathologies. On n'est pas dans une immersion, donc on ne fait pas ressentir les choses. Hein, vous montrez sur un téléphone, ceci est la DMLA. Ah ouais, ok, merci. Donc les gens n'ont pas ressenti les choses. Donc ça n'a pas le même impact. Bien évidemment, la FAF a fait une application, c'est une belle initiative, mais nous, on va bien au-delà dans l'impact que ça peut avoir. Et en plus, on peut les cumuler, les pathologies, bien évidemment. Ça, les applications gratuites ne le font pas. Est-ce qu'on a des questions auxquelles je suis passé à côté éventuellement? Apparemment, j'ai été clair. Il nous reste 33 personnes, donc s'il n'y a pas d'autres questions, il ne vaut pas mieux que les préciteurs ne soient pas les revendeurs. Ça dépend ce que vous entendez par là. J'aimerais un peu plus de détails sur le centre d'Auvergne Basse Vision. Je veux bien que vous précisiez, vous posiez plutôt une question, parce que les prescripteurs sont très importants dans ce rôle-là. Effectivement, qui revendent, ça peut être, c'est de la politique, hein, c'est de la polémique. Moi, j'ai pu constater sur le terrain qu'au final, le mieux, c'est quand on développe un produit qui a un intérêt économique
et à la fois un intérêt réel, concret sur le terrain. Ça, c'est mon constat. Et j'ai aussi vu des solutions qui ont émergé du gratuit, des associations, j'ai même vu des projets en réalité virtuelle qui coûtaient plus de 150 000 euros, mais au final qui sensibilisaient une personne tous les mois ou quelques personnes par mois. Là, finalement, on est loin de la démocratisation, de la sensibilisation. Donc, finalement, la mission, elle est ou accomplie partiellement ou pas faite correctement. Donc, c'est pour ça finalement que j'ai construit ce simulateur. C'est parce que ça remplit finalement un trou dans le gruyère et que il faut absolument sensibiliser le plus grand nombre, le plus rapidement possible, bien évidemment. Et j'ai pas prétention à le faire, donc je préfère fournir l'outil pour que un maximum de gens le fassent. Toutes les associations de déficients visuels devraient finalement s'équiper de ce simulateur. Et pourtant, on nous regarde des fois avec des yeux, effectivement, on dit ah ouais, mais j'ai pas vu, j'ai pas testé. Eh, consultez, contactez-nous, essayez-le, et vous verrez par vous-même l'impact que ça a. J'ai vu des témoignages de personnes, hein, des associations qui nous ont fait confiance, des prescripteurs qui nous ont fait confiance et qui ont investi dans ce simulateur, et ils témoignent de vies qui ont été bouleversées. Hein, le dernier témoignage que j'ai eu, c'était une famille avec donc une fille de 7 ans, avec les parents qui étaient à côté. Il dit oui, oui, c'est bon, ah, elle est jeune, elle se débrouillera. Et l'association, les prescripteurs, les orthoptistes, tout le monde avait été autour pour expliquer, essayer de faire comprendre, hein, et pour autant, ça n'avançait pas. Eh ben, ils ont pris notre simulateur, ils ont testé avec les parents. Et l'histoire a été bouleversante, puisque s'en est suivi des larmes. Les parents, ils ont pleuré, ils ont compris vraiment ce que vivait leur fille. Ils ont dit, mais on s'imaginait pas comme ça, on savait pas ça. Et du coup, là où il y avait des barrières sur l'achat des techniques, sur l'accompagnement, même psychologique de tout ça, eh ben, ça a débloqué des situations. Provoque des pleurs, mais en même temps, ça débloque, ça fait avancer les histoires. Et ça, c'est beau. C'est ça, il est là le merci, en fait. Il est là le combat. Et je pense qu'on a tous, là, on est tous des professionnels, on a tous finalement ce rôle, on est tous engagés on a une mission finalement aussi de répondre à ça. Et sachant qu'on en a aujourd'hui la possibilité. Donc oui, je parle avec les tripes, hein, je suis désolé, mais voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Le magazine en version numérique. Alors, je pense que vous parlez du catalogue. Le catalogue papier est en version numérique, tout à fait. Vous allez sur cflou.com, vous cliquez sur euh, catalogue, et puis en plus, Nathalie vous a mis le lien tout en dessous. Vous pouvez demander le catalogue ou même accéder directement au PDF depuis cette page. Voilà, vous cliquez sur la photo du catalogue et vous avez accès en PDF. Ça économisera les arbres, effectivement. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Suivez aussi nos newsletters, bien évidemment. Il y a des nouveautés, des produits, des services qui sortent. Il y a plein de choses. Pas d'autres questions pour le moment. En tous les cas, merci à tous, associations, professionnels de santé, professionnels dans référent handicap, etc. Merci d'être là déjà. C'est la preuve que vous êtes sensibilisés déjà vous-même sur la thématique, sinon vous ne seriez même pas présent à ce séminaire. Je vous invite à diffuser le replay, à diffuser le PowerPoint, le PDF qu'on va vous envoyer, parce que ça prendra peut-être moins de temps pour certains, à tous vos collègues de votre établissement. Vous avez le droit de le diffuser en interne. Juste pas le rendre public au grand public, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est répandre la parole et bien évidemment passer à l'action. On reste là à votre écoute s'il y a la moindre question et la moindre demande. Merci pour votre présence, merci d'avoir été là, et puis je vous souhaite une excellente journée.